Bonjour à tous et bienvenue sur nos podcasts Contrôle Pass. Alors aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Jérémy Dussolier. Donc Jérémy Salut Léa, Dussolier, bonjour Jérémy, ça va? ça va et toi? Très bien, très bien. Alors Jérémy, est-ce que tu peux te présenter un peu parce que les auditeurs ne te connaissent pas forcément? Est-ce que tu Ok, peux nous parler un peu de toi, ton parcours ok, bah écoute, je vais essayer de faire rapide parce que je pense pas que c'est ce qui intéresse le plus les gens. Donc Jérémy Dussolier, j'ai 23 ans. Donc j'ai commencé en tant que joueur, j'ai joué longtemps dans un club départemental à Dain-sur-Roron dans le Cher. Ensuite, je suis allé à Saint-Amand-Montrond pour jouer en U19DH. À la suite de ça, je me suis blessé, une rupture des ligaments croisés qui a fait Mhm. que j'ai dû arrêter de jouer. C'est ce qui m'a permis finalement de regarder un peu différemment ma pratique parce que j'étais un joueur ce qu'il y a de plus lambda. Je réfléchissais pas forcément à ce qu'on me demandait de faire. J'étais vraiment je dirais avec un peu de recul un exécutant. Et D'accord. du coup, à la suite de la blessure, j'ai rendu service à mon club pour lequel j'étais revenu parce que avec mes études, c'était un peu compliqué. Donc après Saint-Amand, j'étais revenu à Dain-sur-Roron. Et du coup, j'ai pris l'équipe U18 parce que j'étais également sur une licence STAPS à Orléans. Et du coup, avec les contenus de formation, ça m'a permis de pouvoir aider mon club en 18. À la suite de ça, avec une conversation autour d'un terrain, je suis venu à venir à Olivet pour m'occuper des 8. Donc c'était ma réelle première expérience de coach parce que sur les 18, je revenais simplement le week-end, donc j'avais pas forcément l'occasion de coacher. Du D'accord. coup, j'ai pris les 8. Ça a été très formateur sur une année parce que il faut apprendre à gérer les parents, la relation avec les parents, la relation avec un club, s'inscrire également dans un projet club. Donc c'était intéressant, se former, etc. L'année d'après, j'ai pris les U15 garçons de ce même club. Ok. Et pour aujourd'hui, être sur la section sportive lycée, au lycée Camille du Claudel de Beaune, section sportive régionale, avec 3 entraînements par semaine. Et en parallèle de mon arrivée à Olivet, j'avais créé l'équipe universitaire féminine à Orléans. Donc un beau projet avec les filles. Et puis en parallèle de la section, aujourd'hui, je suis responsable technique jeune au club d'Olivet. Au club Voilà. d'Olivet, d'accord. Donc maintenant, t'es arrivé sur un parcours assez conséquent. Finalement, tu étais parti sur une base légère au début. Donc du coup, ce qu'on aimerait te demander, c'est savoir un peu comment tu as construit ton image d'éducateur, parce que si j'ai bien cru comprendre, tu es parti de pas grand-chose au final. Donc je voulais savoir si tu as commencé sur le terrain tout seul, ou si on t'a aidé, si tu t'es retrouvé avec des personnes qui ont eu de l'influence sur toi, si tes cours t'ont servi, etc. Mmh. Donc voilà. Alors, ce qui est clair et ce qu'aujourd'hui je, je suis convaincu, c'est que il faut savoir se mettre en danger. Moi, quand j'étais sur les U18, je revenais simplement le week-end et du coup, c'était voilà, j'ai pas trop de contraintes. Simplement, les gars, rendez-vous à 15 heures ici. On se déplaçait, et du coup, il n'y avait aucun problème. Et avec les 8, très rapidement, il faut savoir gérer la relation avec les parents, savoir dire à un parent que ce week-end on prend pas son fils parce que peut-être qu'on va le mettre en difficulté, etc. Donc ça, si jamais nous on n'accepte pas de se mettre en danger, ces situations-là, on va les éviter, et puis du coup, on va rester dans l'animation de séance ou etc. Donc, c'est primordial, je pense, de se mettre en danger. C'est ce qui m'a aidé, moi, de sortir de ma zone de confort d'un point de vue foot, c'est ce qui m'a aidé à avancer. Et à la suite de ça, ce qui est certain, c'est qu'il faut être accompagné. Aujourd'hui, moi, j'ai eu la chance de pas être, je dirais, jeté dans le grand bain sans aide. J'avais deux responsables, je dirais même au club d'Olivet, deux responsables qui m'ont bien aidé. Ça a été un peu rude parce que c'est vrai que quand on est étudiant, Mhm. bon voilà, on fait ça un peu par-dessus la jambe, je dirais. Ouais, Du coup, ouais. on n'est pas très carré sur les heures. On se dit qu'on arrive un peu en retard, ça va, mais très rapidement, c'est l'image de la structure qu'on renvoie. Donc Mhm. à la suite de ça, en étant accompagné, en se formant d'un point de vue universitaire et en s'appuyant un peu sur son passé de joueur, c'est ce qui m'a permis de me construire. Mais ce qui est certain, c'est que chaque année, il faut se dire peut-être que ça va être difficile, mais finalement c'est peut-être faut que ce soit formateur. Aujourd'hui, moi, la première chose que j'ai demandé quand je suis arrivé au Olivet, je voulais du football à 11. Comme tout le D'accord. monde, je voulais coacher à 11 parce que il y a 2 ans, j'étais joueur et je voulais me retrouver. Ouais, Et je ouais. pense il y a des étapes. Il y a des étapes et savoir, euh, il faut savoir avancer pas à pas sur le parcours d'éducateur. D'accord. Donc du coup, tu nous parlais de deux personnes qui ont permis un peu de t'accompagner dans ce grand bain qui est le Hum, football.
Donc j'aurais aimé savoir si, à travers leur impact, si c'est vraiment eux qui t'ont permis de dégager ta personnalité d'entraîneur. Est-ce qu'ils ont eu une quelconque influence là-dessus? Et si actuellement tu suis encore un peu ce qu'ils t'ont inculqué ou si tu as vraiment su te détacher de leur modèle de base pour te créer ta Mm. propre identité en tant qu'éducateur. Ce qui est, ce qui est certain, c'est que ce soit dans l'éducation des enfants, on a, comment dire, on retrouve absolument, on retrouve, c'est certain, on retrouve des tics de langage, on retrouve même, comment dire, D'accord, ouais. l'éducation, c'est ça, c'est qu'on va être, nos parents vont essayer de nous amener vers un idéal, etc. Et dans le suivi que j'ai eu, c'est un peu pareil, non pas dans un idéal, imaginons un idéal technique ou un idéal comme ça, plutôt un idéal d'éducateur, cohérent, et convaincant pour les parents. Eux, c'était des salariés, donc leur intérêt, c'était de D'accord. pouvoir mettre des éducateurs opérationnels sur des catégories, et ensuite, c'était leur formation, eux, elles allaient dans ce sens-là. Donc, on est obligé d'être, on est influencé toujours on est influencé par nos parents, on est influencé par notre cercle familial, par nos amis, et moi, j'étais obligé d'être influencé par mes responsables, finalement. Donc, aujourd'hui, je pense que oui, ça, étant donné que c'était sur mes premières années, ça ancre vraiment des habitudes, et aujourd'hui, je retrouve encore des habitudes que j'ai eues, que j'ai appris sur ces années-là. C'est aussi de l'apprentissage, hein. Eux m'ont appris des choses qu'aujourd'hui je mets toujours en application. Et Mhm. encore aujourd'hui, pour un des deux, pour ne pas citer Mika Marié, qui est conseiller technique sur le foot féminin dans le Loiret, aujourd'hui je travaille encore avec lui parce qu'il m'apporte beaucoup de choses, et du coup je, je le suis encore parce que c'est toujours formateur pour moi de travailler avec des gens qui nous apportent des choses. Et je trouve que le jour où j'arrêterai d'apprendre, je ne vais pas dire que ce sera le début de ma mort, mais c'est que je me sentirai arrivé, et je pense qu'aujourd'hui, on n'y est jamais. C'est pour ça que je continue à travailler avec lui, parce que je suis toujours dans ce processus d'apprendre, de réfléchir. Il m'a fait beaucoup réfléchir, Olivier. Aujourd'hui, je réfléchis beaucoup encore sur ce que je fais, et je dirais que c'est presque une chance de pouvoir être, non pas être toujours accompagné, mais de pouvoir Mhm. toujours s'inscrire dans cette réflexion. Moi, je pense que c'est D'accord. une opportunité, et j'ai absolument, personnellement, aucun intérêt à me dire d'arrêter, parce que ce serait, aujourd'hui, c'est une opportunité, donc je pense que ce serait quelque chose de bête. D'accord, très bien. Donc ouais, Jérémy, on va pas le cacher aux auditeurs. Toi et moi, on se connaît plutôt bien. Ouais. Et du coup, ce qui m'intéressait, c'est ton parcours en fait par rapport à tes influences. Tu parlais d'influence tout à l'heure. Et on le sait tous les deux, je trouve que en ce moment, tu sors un peu des influences que tu as sûrement dû avoir à travers ta culture ou même le football français. Et ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est que tu nous parles un peu de la culture espagnole. Je sais que tu lis beaucoup de choses là-dessus, que tu essayes de t'imprégner un peu de cette culture en ce moment. Et du coup, ce qui m'intéressait, moi, c'était que tu nous parles un peu de beaux jeux, de ces horizons espagnols, cette touche de football que tu essayes de faire basculer sur ton empreinte d'éducateur. D'accord. Alors comment dire, il y a beaucoup de choses qu'il faut remettre qu'il est important de remettre en contexte. C'est que, comment dire, on pourrait croire que les personnes intéressées par ce qui se fait ailleurs ne sont pas intéressées par ce qui se fait ici. Moi, c'est pas du tout ça. C'est simplement que, en effet, j'ai une sensibilité, je dirais, une sensibilité accrue sur ce qui se fait en Espagne, pour plusieurs raisons Mhm. que je vous présenterai après. Mais moi aujourd'hui, je me retrouve dans les contenus de formation de la fédération, etc. Moi, je vois la cohérence qu'il y a dans les contenus de formation, et ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Après, en effet, moi, je dirais que ça m'est tombé un peu dessus. Surtout à l'époque, je me rappelle, c'était le passage de Bielsa à Marseille. C'est vrai que moi, ça m'avait fait un premier électrochoc, Ouais. en voyant les matchs Mhm. de Marseille. Je savais pas encore ce qui se passait. Je savais pas encore j'avais aucune connaissance tactique, mais quand je regardais les matchs de Marseille, je me disais, il se passe quelque chose. Je sais pas quoi, mais il se passe quelque chose. Je dis, il y a du rythme, il y a beaucoup de déplacements, il y a des latéraux qui marquent, des scores à 4-3, etc. Même dans l'attitude de Bielsa, je voyais des choses je me Ouais. suis dit, tiens, c'est bizarre. En conférence de presse, il a une attitude qui est Mhm. bizarre. Sur le terrain, Différente. il saute de tous les côtés, et je trouvais ça, Ça a attiré ton ça, attention, quoi. voilà, c'est ça, ça m'a mis la puce à l'oreille. Du coup, j'ai D'accord. commencé à m'intéresser, et j'ai essayé surtout très rapidement de me sortir de l'opinion publique Ouais. qui disait que voilà, Bielsa il est fou, Bielsa il s'assoit sur sa glacière, il sait faire que ça, etc. Et du coup, c'est vrai que j'ai commencé un peu à me renseigner sur Bielsa, et je voulais pas lire, comment dire, je voulais pas lire. Il y a beaucoup de livres sur Bielsa, Guardiola, Emery, etc., qui sont finalement des sortes
de biographie ou Ouais, d'autobiographie. Et moi, ça m'intéressait pas de savoir que Bielsa, il avait coaché à Rosario, qu'il avait, même si des d'accord, fois ouais. c'est intéressant à comprendre dans le processus, mais Mhm. je voulais pas savoir qu'il avait 2 enfants ou quoi que ce soit. C'était pas forcément, moi je voulais vraiment D'accord. découvrir ses idées. Et il est vrai que j'ai commencé à m'intéresser et à acheter un livre sur Bielsa et j'ai commencé à voir des choses totalement différentes dans l'approche du jeu. Pour donner des exemples concrets qui peuvent peut-être intéresser les gens qui nous écoutent, il découpait le terrain en 5 couloirs, qui est un moyen finalement pédagogique, c'est-à-dire qu'il disait à son joueur, toi l'ailier droit, mets-toi couloir 5, et par contre l'ailier gauche, tu vas peut-être passer du couloir 2 au couloir 3 pour resserrer en cas de perte, etc. Et Mhm. ce moyen pédagogique, moi je le trouvais très adapté à nos joueurs et aussi adaptable, par exemple au foot à 8, on va peut-être couper le terrain en 3 D'accord. couloirs, dire les ailiers, quand on a le ballon, on occupe les 3 couloirs, finalement c'est ce qu'on dit en formation. Ouais, ouais, Quand on parle de fixer exactement. renversé, il faut occuper quand on occupe l'espace, il faut occuper les 3 couloirs. Ouais, Et moi je ouais. trouvais ça intéressant de dire à ses joueurs, de donner à ses joueurs, par exemple, milieu défensif, tu restes couloir 3. Ou sinon, tu vas chercher couloir 4, couloir 2, mais tu vas pas t'aventurer dans le 5 ou dans le 1. Et eux, finalement, c'est un moyen pédagogique parce que quand moi je vais dire à mon joueur, surtout, va t'écarter dès qu'on a le ballon. Lui, écarter, c'est subjectif, mais écarter, c'est quoi? C'est sortir du rond central, c'est me mettre derrière la ligne blanche, derrière le banc de Ouais, touche, ouais. ou est-ce que c'est me mettre à côté du dernier défenseur qui lui coulisse côté ballon et moi je vais Mhm. juste me mettre à côté de lui. Donc voilà, moi je disais couloir 5 et le joueur ça lui permettait de comprendre. Donc moi ça, D'accord. quand je regarde la télé, tout ça c'est des choses qu'on voit pas et moi c'était intéressant de découvrir ça et puis Mhm. ensuite il y a pas mal de choses par rapport à l'utilisation des taureaux, par rapport à la il disait qu'il avait je sais plus le chiffre, mais 21 façons. Pour lui, il y avait 21 façons de faire une passe. Il y avait la passe comme ça, la passe comme ça. Je me rappelle également d'un exemple par rapport au pressing. Il avait listé 7 raisons de presser le porteur de balle, Ouais. c'est-à-dire le ballon qui arrive avec des rebonds, le ballon qui arrive sur le mauvais pied, le ballon qui arrive sur le joueur mal orienté, ou est-ce que si jamais moi je suis en place, eh ben c'est une raison de pouvoir le presser. Il y avait pas mal de choses qui étaient mises en place et que moi je ne connaissais pas et ça s'est surtout inscrit dans un processus d'apprentissage hors formation et hors université. D'accord. Donc au final, tu as eu quand même beaucoup de théorie. Maintenant, C'est j'ai une ça. petite question, c'est, on sait que c'est de la théorie qui est loin de ce qu'on peut voir en France. Et ce que je me demande, c'est comment tu as pu faire basculer ça vers de la pratique pour tes joueurs. Est-ce qu'à un moment donné, ça n'a pas posé problème? Tu t'es pas retrouvé avec des joueurs qui comprenaient pas, même des parents de joueurs qui se disaient mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Ou de éducateurs qui passent à tes séances et qui venaient et qui te disaient bah Jérémy, qu'est-ce que tu es en train de faire? C'est pas des choses communes, je comprends pas. Ça c'est quelque chose qui s'est passé ou pas? Alors, il y a finalement dans ce que tu me dis, il y a 2 questions. Je vais répondre à la première question, c'est à comment moi j'ai réussi à transposer ça finalement avec mes joueurs. Je dirais que ça a été à la fois très simple et à la fois une erreur. Moi, Mhm. j'entraînais l'équipe universitaire et MU15. C'est surtout à ce moment-là que moi À ce moment-là, ouais. j'ai pu travailler. D'accord. Et finalement, moi, je testais, je touchais du doigt, je me disais, on va essayer de mettre aujourd'hui les 5 couleurs en place, voir comment eux appréhendent les choses. Concernant les 5 couloirs, c'est très bien passé. Concernant le pressing, c'est très difficile parce que je leur disais, les gars, si jamais le ballon est avec Darbon, on peut déclencher notre pressing. Et mes joueurs, moi, je leur disais beaucoup de déclencher des choses, mais je leur donnais pas finalement quel allait être en gros, le starter. Je leur disais quand le ballon il arrive avec Darbon, et eux, finalement, quand on est joueur, eh ben, on est plus ou moins acteur, et du coup, on voit le ballon avec Darbon, mais on percute pas. Il n'y a pas Mhm. un ancrage finalement, comme on pourrait parler en hypnose, je te touche l'épaule et toi tu Ouais, ouais. t'endors. Ben là, il n'y avait pas cet ancrage sur le ballon avec Darbon et moi je sors. Donc j'ai dû Mhm. après entraîner finalement cette sorte de prise d'information ou d'éveil cognitif pour que mes joueurs puissent se dire je vais sortir au pressing. Et ça, on en vient au contenu je me retrouvais sur mes contenus universitaires, l'approche écologique de la prise de l'approche écologique moteur, c'est ça, c'est finalement toujours le joueur, au lieu d'avoir l'approche cognitive, c'est-à-dire j'ai un schéma, une entrée, j'organise mon corps et je fais l'action. Là, c'est moi, je reconnais l'environnement et finalement, je suis toujours dans l'anticipation, action. C'est que moi, je reconnais le ballon avec Darbon et j'agis. Donc D'accord, et ouais. moi, c'est ce qu'il fallait développer, c'est-à-dire que reconnaître et non pas essayer de mettre en place, c'est-à-dire je vais essayer de faire ça maintenant. Non, non, c'est je reconnais
Et j'agis. Et du coup, voilà, et j'agis. Et c'était D'accord. ça qu'on a dû travailler. Et ensuite, pour répondre à ta deuxième question, concernant un peu, je dirais, les a priori des gens, j'ai dû faire face très rapidement, en effet, à des joueurs, avant les parents, Ouais. avant tout le monde. Les joueurs me disent, mais Jérémy, tu me demandes de m'écarter, mais si on perd la balle, t'as vu où je suis? Donc là, Mhm. bon, après, il faut leur dire, bah, la transition, si là-haut, ils font leur travail de gagner un peu de temps, toi, tu arriveras à revenir dans le bloc. Par contre, tu seras obligé de le faire en accélérant. Et également, par rapport, très rapidement, on a sur les mêmes problématiques que tous les éducateurs, hein, par rapport au marquage. Le joueur au milieu de terrain qui me dit, mais Jérémy, regarde couloir 5, il y a un joueur qui est tout seul, et moi, je suis couloir 3, et comment je vais faire? Mhm. Et après, on parle du temps de passe, etc. Mais il y a déjà eu, à partir du moment où on a l'a priori des joueurs, on est certain de rencontrer l'a priori des parents. Ouais, Donc les c'est parents m'ont sûr. dit, sans me le dire, hein, mais après on a des échos, Jérémy, il est bizarre, il demande Mhm. à ses défenseurs centraux de s'écarter Mhm. sur les 6 mètres, mais pourquoi il dégage pas le ballon? Le but c'est quand même d'aller marquer dans l'autre but, etc. Ouais, ouais. Et moi, le rôle de l'éducateur, c'est pas forcément d'imposer mes idées aux parents, peut-être d'aller dialoguer, de leur dire écoutez, aujourd'hui, moi, si je fais ça, c'est pour cette raison-là. Mais après, je pense pas qu'il faut rentrer dans le débat. C'est qu'aujourd'hui, l'éducateur, il doit avoir ses idées. Les parents, ils sont au courant des idées, ça leur permet peut-être de mieux appréhender les matchs. Et après, Mhm. c'est tout. Comment dire, il faut pas rentrer dans le dialogue parce que chacun, moi, mon rôle, c'est l'expertise de donner finalement moi l'expertise à mes joueurs. Et Mhm. après, les parents, eux, c'est d'encourager les joueurs et c'est tout. Si jamais un D'accord, ouais. parent veut échanger parce qu'il a un passé de footballeur, c'est très bien. Mais je pense que ça doit s'arrêter là. Et Ouais, ouais. après, concernant je dirais les autres éducateurs ou les autres membres du foot, on est obligé. À partir du moment où on sort de la norme, on va être considéré de fou ou d'intellectuel du football parce on va vouloir mettre des choses en place et on va te dire ouais, Jérémy, oui c'est bien les livres, les cours, la formation, mais aujourd'hui le terrain, ce qu'il faut c'est gagner, etc. Mhm. Et du coup, on arrive forcément sur des dérives parce que finalement, moi j'ai envie de dire, celui qui me dit l'important c'est de gagner, comment dire, par tous les moyens, finalement le dessous c'est ça, c'est gagner par tous les moyens. C'est-à-dire que on est presque prêt, si jamais on doit gagner via de la corruption, imaginons que je dois gagner 100 balles pour avoir ce match, Ouais, ouais. finalement l'idée, si on pousse l'idée, je pense je vais peut-être dans les extrêmes, comment dire, volontairement, mais finalement celui qui est prêt, qui dit l'important c'est quand même finalement c'est les 4 points, les machins, Mhm. c'est-à-dire qu'il est prêt à employer, peu importe la méthode, Ouais, ouais. prêt à employer toutes les méthodes pour finalement Juste gagner, ouais. réussir à sa fin. Donc aujourd'hui, je m'inscris pas là-dessus. Moi, je m'inscris pas D'accord. là-dessus. Après, on aura peut-être l'occasion d'en parler après, mais moi, c'est pas comme ça que je vois les choses. Et du coup, on est obligé de faire face à ça. Après, l'éducateur, il a deux choix. Soit il va au dialogue et du coup, il essaie de convaincre, etc. Mais à partir du moment où en face, on a un a priori, c'est un intellectuel, il fait ça parce qu'il regarde la télé, etc., c'est très difficile de dialoguer dans ce contexte-là. Alors, justement, on sait que tu l'as dit tout à l'heure que tu as eu une licence en management. Tu es parti Hum, aussi sur un master en management. Donc, toujours dans l'optique de savoir ce que peuvent apporter les formations. Est-ce que tu as réussi à faire la parallèle par rapport à ta formation, à mettre ça en application sur le terrain? Par exemple, tout à l'heure, tu parlais de joueurs qui ne comprenaient pas forcément où tu voulais en venir, hum, qui étaient un peu perdus. Est-ce que tu as réussi, d'accord. au fil de ta saison, à faire passer tes idées pour que tous les joueurs soient embarqués dans le bateau, ou tu as eu des difficultés sur cette saison-là? Peut-être parce que tu n'as pas géré les choses comme il fallait dès le début, ou non, enfin, je sais Hum, pas. Du coup, d'accord. qu'est-ce que tu Donc, en penses? il y avait, encore une fois, il y a deux choses. En effet, mon cursus, STAPS, du fait de sa pluridisciplinarité, on voit de la sociologie, de la psychologie, Mhm. ça permet d'appréhender les choses. Ça permet d'avoir conscience pardon, de certaines choses. Et en effet, pour moi, c'est un atout. Et je ne vais pas me priver d'utiliser nos cours de psychologie. Je vais essayer de donner des exemples concrets. On voyait l'attribution causale. Finalement, c'est moi, il se passe quelque chose. Est-ce que c'est interne, externe, contrôlable, incontrôlable? Mhm. Ça, c'est des choses qu'on a vues, ce tableau avec 4 cases. Et aujourd'hui, je disais à mes joueurs, quand il y avait des fluctuations par rapport à l'arbitre, je leur ai dit, l'arbitre, le temps qu'il fait, l'état du terrain, c'est des choses qui sont externes et incontrôlables. C'est-à-dire qu'ils ne dépendent pas de notre volonté et qu'on n'aura aucune influence dessus. Et à partir du moment où nous, on mettra de l'énergie sur quelque chose d'externe, incontrôlable, Mhm. c'est certain on va sortir de l'objectif de notre match, on va sortir de notre concentration qui est finalement notre force, et à ce moment-là, ça va être très délicat. Donc ça, c'est des contenus que j'ai eu en faculté de sport et qui m'ont D'accord, permis, ouais. moi, de me construire, et ça, c'est clair. Ensuite, par rapport à la deuxième partie de ta question, je sais
plus que tu En m'avais... fait, moi, ce que je voulais savoir, c'est si tu as réussi à faire passer tes idées par Voilà, rapport à d'accord. tes joueurs dès le début et Hmm, jusqu'à la fin de la saison, ou si tu as eu des problèmes avec certains joueurs. Et du coup, si après, l'idéal, ce serait t'amener vers cette piste-là, si d'accord, l'année suivante, tu as su répondre à d'accord. cette problématique, si tu l'avais rencontrée ou non. Très bien. Moi, j'ai fait le parcours de l'éducateur lambda, c'est-à-dire que au début, je disais à mes joueurs, on doit tous faire ça, Ouais, il ouais. faut qu'on aille là, etc. Et j'essaie de les amener avec moi avec beaucoup de passion, hein. Avec beaucoup Mhm. de passion, j'essaie de les amener là. Et en effet, aujourd'hui, quand je tire le bilan à la fin de l'année, Ouais. et à la suite aussi de mes travaux un peu, c'est que quand j'en tire vraiment, c'est qu'on parle vraiment à des joueurs. Ah non, pardon, on parle justement, je fais le lapsus. On parle à des humains, à des hommes, à des femmes, Ouais. avant de parler à des joueurs. Eux, Mhm. ils ont leur sensibilité, ils ont leur éducation, ils ont leur bagage personnel, ils ont eu des éducateurs les saisons passées qui leur ont peut-être dit des choses de ne pas écouter ou d'écouter. Et finalement, je pense que très rapidement, il vaut mieux savoir déceler le profil de notre joueur, c'est-à-dire est-ce que c'est un joueur qui va venir avec moi? Est-ce que c'est un joueur que je vais devoir convaincre? Est-ce que c'est un joueur que je vais devoir motiver, que je vais devoir sensibiliser, ou au contraire, qui aura besoin peut-être d'une pédagogie un peu plus raide? Et je pense que très rapidement, il faut savoir qui on a en face, Ouais. dans un premier temps qui on a en face, et savoir également donner une image de soi qui va amener des comportements qui vont faciliter l'apprentissage. Je vais te donner encore une fois des exemples. C'est qu'aujourd'hui, on va pas se cacher, c'est une phrase qu'on s'échange souvent, c'est qu'on n'a jamais deux occasions de faire bonne première impression. Mhm. Aujourd'hui, sur la première séance, si moi je viens et que je vais proposer euh, des exercices embêtants, des exercices sans ballon, ils se diront une seule chose, et ce sera pour la saison: Jérémy, il est bête, Jérémy, il est Ouais, con, Jérémy, il fait des exercices sans ballon. Donc, malgré tout, ça, c'est un peu du marketing, et forcément que je me retrouve dans ouais. mes Dans cours, tes c'est qu'il faut cours. savoir malgré tout se vendre, il faut savoir un peu séduire nos joueurs, parce que même si on n'est pas là pour que nos joueurs ils nous aiment, mais si nos joueurs ils nous aiment pas, on est certain qu'ils nous écouteront pas. Les joueurs ils Mhm. sont pas là, même si ils sont en centre de formation, ils font des sacrifices pour venir à l'entraînement. Et ben au moment de l'entraînement à 19h03, si la séance est à 19h, quand moi je vais expliquer le contenu de ma séance, il ne Mhm. sera pas dans les meilleures dispositions pour m'écouter. Donc, en effet, on n'est pas là pour que les joueurs ils nous aiment, mais malgré tout, s'ils nous aiment pas, on est certain que on n'arrivera à rien tirer d'eux. Ouais, oui, c'est clair. Et c'est ce que je pense aujourd'hui, c'est que qu'est-ce qu'on doit donner à nos joueurs? On doit leur donner du plaisir et de la confiance. C'est Très à bien. partir du moment où moi, mon joueur en face de Mhm. moi, il se dit: le coach, je sais qu'il a confiance en moi, il m'a parlé avant la séance, il m'a mis une tape sur l'épaule, Ouais, je ouais. sais pas, il m'a appelé dans la journée par rapport à ma blessure. Donc, la joueuse, en l'occurrence, parce que moi je coach les filles, la joueuse se dit: il a confiance en moi. Ma santé personnelle l'intéresse parce que c'est le projet, et en plus de ça, moi je ressens du plaisir. Et au-delà de ça, si moi je ressens du plaisir pendant les séances, on a des moments de plaisir, des moments ludiques, des moments Mhm. d'échange. La joueuse, elle est dans les meilleures dispositions pour apprendre. Je pense que aujourd'hui, elle aura l'esprit, si on peut prendre la métaphore d'un portail, là, le portail, il sera ouvert, et toutes les connaissances que je peux lui donner, et également elle, tout ce qu'elle va pouvoir ressentir, eh ben, du coup, ça se ferme, le portail ne sera pas fermé, ce sera ouvert, elle va échanger avec moi Mhm. j'échangerai avec elle, et finalement, on ouvre les portes de l'apprentissage. Je pense que il y a pour reprendre le podcast que vous avez fait avec François Keffer, il me semble, aujourd'hui, la compétence, pour moi, c'est savoir faire et savoir être. Je Très pense que bien. je pense que c'est la meilleure définition possible. Ok. Donc, comme tu nous as parlé de ton savoir-être majoritairement depuis le début de ce podcast, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton savoir-faire, savoir un peu comment tu procèdes je sais par exemple que tu travailles avec les filles en ce moment, que tu es sur la section, que tu interviens sur la section. Je voulais savoir à peu près quelles sont les choses que tu as mis en place, quelles méthodes tu utilises, comment tu procèdes dans tes séances, ce genre de D'accord. choses. Donc, Donc, pour commencer, oui, je pense qu'on pourrait peut-être se baser sur une planification pour savoir un peu comment tu procèdes depuis le début de la saison. d'accord. Donc, il y a je dirais qu'il y a beaucoup de concepts à évoquer, mais finalement, moi, dans une section sportive, donc moi, je suis Mhm. sous l'autorité sous l'autorité de la fédération, et D'accord. la ligue, via le district. Donc, on est amené finalement à suivre des planifications générales avec des thèmes D'accord. tactiques, techniques de la fédération. Il est vrai qu'aujourd'hui, dans le contenu de mes séances,
J'essaie de garder une cohérence, mais je dirais que je travaillerai plutôt sous forme de, c'est un concept que je définirai après, plutôt sous forme de périodisation tactique. C'est-à-dire Mhm. qu'aujourd'hui, avec les filles, on a essayé finalement, également dans cette démarche un peu de plaisir et de confiance, c'est de définir un projet de jeu ensemble. On a essayé D'accord. de se dire, les filles, qu'est-ce que vous avez envie de faire quand on a le ballon? Après, les filles m'ont dit, bah, j'ai envie de marquer, j'ai envie de courir, j'ai envie de machin. Après, j'ai essayé forcément de les amener vers ma sensibilité à moi par rapport au jeu, etc. Malgré tout, on en est venu à sortir 4-5 règles par cas, c'est-à-dire j'ai le ballon, j'ai pas le ballon, j'ai perdu le ballon, j'ai récupéré le ballon. Donc du coup, elles sont partie prenante de ce projet de jeu et ça permet de, comment dire, d'être cohérent dans l'approche. Ensuite, je vais travailler par exemple le thème, donc on va être sur j'ai le ballon pendant 2 semaines Mhm. et je vais travailler ensuite les comment dire, je dirais si j'ai le ballon c'est le système, et les sous-systèmes en dessous, ça va être occupation de l'espace, créer des intervalles, utiliser les intervalles, sortir le ballon de derrière, etc. Et à la suite de ces sous-systèmes, il y a des sous-sous-systèmes, occuper l'espace, c'est-à-dire densité, pardon, profondeur et largeur. Et ensuite, peut-être profondeur, largeur, utilisation des 5 couloirs, etc. Donc moi, Mhm. je vais travailler là-dessus, sur les règles, on peut parler de règles d'action. Moi, je vais parler de sous-système, je vais travailler sur ce sous-système-là. Par exemple, occuper l'espace pendant une semaine. Ensuite, on va travailler sur créer les intervalles pendant encore une semaine. Après, on va terminer par utiliser les intervalles. Et moi, j'aurais terminé par rapport à ça. Donc moi, D'accord. sur ma planification, finalement, dans la pyramide, ce qui est la base, en bas, ce serait la tactique. La plupart des gens me disent, Jérémy, dans une section sportive, ce que la base, c'est la partie athlétique. Ouais, ouais. C'est-à-dire organiser tes séances pour que tes filles ne se blessent pas. Après, comment dire, il faut pas qu'on classe chaque chose dans une case. Aujourd'hui, c'est pas parce qu'en bas, ma phase, c'est le bloc tactique qui est pour moi est la base. Malgré tout, le mardi, eh ben, j'agence l'espace pour qu'il soit peut-être pas énorme parce que les filles, pour certaines, elles ont joué le dimanche, elles ont eu que le lundi, mais le lundi, elles étaient en cours pour récupérer. Donc le mardi, on va plutôt être sur des espaces moyens avec peu de densité pour que malgré tout les filles aient peu de stress, je dirais, Mhm. dans la tête, peu de densité. Du coup, il y aura peut-être des problèmes assez faciles à résoudre. Et peut-être que le D'accord. mercredi, au contraire, je vais dire, le mercredi, on va me dire très grands espaces, beaucoup de courses. Et moi, peut-être que le mercredi, au contraire, je vais réduire les espaces pour que les filles fassent beaucoup de courses intenses et qu'il y ait beaucoup de problèmes qui se posent aux joueuses parce que beaucoup de densité, parce que le rapport de force, il est peut-être pas favorable. Et du coup, le mercredi, c'est là où on va peut-être un peu plus charger cognitivement et, Ouais. euh, et peut-être également, de temps en temps, en fonction de la forme des joueuses, en effet, on va agrandir un peu l'espace pour qu'on puisse travailler le fond le mercredi. Et le jeudi, moi, c'est délicat parce que le jeudi, la plupart des filles rentrent le vendredi en club. Je leur conseille de plus ou moins, en fonction de leur forme, s'entraîner le vendredi en club. Mais c'est difficile de travailler avec des clubs qui ne voient pas leurs joueuses la semaine. Et si en plus de ça, le vendredi, elle ne peut pas être là, les joueuses, ils font leur choix à l'aveugle. Donc moi, le jeudi, je dirais qu'on travaille différemment en fonction de la forme des joueuses. Mhm. On va plutôt être sur, comment dire, par rapport au même cycle, hein. Par exemple à l'occupation de l'espace, le jeudi, je vais peut-être plutôt travailler sur des situations. Donc on va travailler, regardez les filles, on est en train de sortir le ballon, il faut faire un D'accord. stop ball derrière la ligne médiane. Donc on va faire des situations qui vont permettre d'avoir du repos, permettre d'avoir peut-être des arrêts flash en les questionnant, avec des situations qui seront peut-être plus entrecoupées pour éviter cette fatigue nerveuse et physique, pour pouvoir les rendre le vendredi, malgré tout, en bonne santé en club. Pour leur coach, ouais. C'est ça. D'accord, très bien. Alors là, j'ai entendu un terme, tu as parlé de charge cognitive. Je Mmh. souhaiterais rebondir dessus parce que c'est peut-être pas un terme qui parle à tous les éducateurs. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur ce terme, d'où ça vient, qu'est-ce que ça définit selon toi? D'accord. Donc là, selon moi, après, c'est peut-être pas la définition que toi tu attends, la précision avec laquelle tu attends. Moi, simplement, la charge cognitive, c'est que finalement, mes séances, aujourd'hui, on me demande d'agencer l'espace, on me demande d'agencer Mhm. le rapport de force, etc. D'accord. Mais tout ça, finalement, l'impact que ça aura, au-delà de l'impact physique que ça aura un impact sur le mental de mes joueuses. C'est-à-dire que si je mets aujourd'hui un taureau 4 contre 3, et ben les 4 filles qui sont autour, elles auront certainement très peu de chances de faire 10 passes. Donc beaucoup de problèmes, donc beaucoup de réflexions, beaucoup de tiens, j'y arrive pas, frustration, etc. Et si jamais j'ajoute des petits traits rouges, etc., sur une Mhm. séance comme ça, avec des taureaux, même un taureau 5 contre 3, les filles, bah, elles vont être en situation peut-être d'échec, elles vont devoir résoudre ces problèmes, s'organiser pour essayer de faire ces problèmes, et ça va ajouter
des barres rouges parce qu'il y aura de la frustration, parce qu'il y aura Très il y bien. aura il y aura du questionnement, il y aura des échecs, et ça va augmenter cette charge cognitive. Finalement, comme si je mettais des pierres dans mon sac, et ben à la fin, j'aurai le sac très lourd sur cette séance du mercredi peut-être, parce que sur le rapport de force, on est souvent en égalité numérique ou des fois même en infériorité numérique, et du coup, je peine à répondre aux problèmes que me pose le jeu. Et du coup, la charge cognitive, elle augmente. Alors, au contraire, peut-être que le jeudi, quand je sens mes filles fatiguées, je vais leur proposer des formes de jeu, peut-être 6 contre 2, un taureau 6 contre 2, on est certaine d'avoir le ballon, les solutions sont très évidentes, pas besoin de trop réfléchir, même si malgré tout, il y a une application qui est nécessaire. Et les filles, cognitivement, pas très sollicitées, des temps de jeu qui sont assez faibles. Le questionnement, moi, dans mon questionnement, je vais être assez souple, c'est-à-dire que les réponses, la plupart du temps, sont évidentes. Et du coup, voilà, les filles n'ont pas forcément à endurer mentalement une grosse charge de réflexion. D'accord. Donc du coup, là, tu as parlé quand même d'un terme, charge cognitive. Donc c'est vrai qu'on entend souvent parler de charge d'entraînement et on a souvent en idée les facteurs mécaniques, par exemple les courses avec tout ce qui est GPS, l'intensité des sprints, des sauts, des duels. Est-ce que tu penses qu'on sous-estime peut-être cette charge cognitive et que au niveau des blessures, elle impacte peut-être autant que la charge mécanique, donc ce qu'on connaît de la charge d'entraînement, les distances parcourues, etc. Euh, Après, je sais pas ce que pensent les gens de manière générale, mais en effet, c'est vrai que ça, comme tu le dis, ça revient peu souvent dans les débats, dans les échanges, parce que aujourd'hui, on est très sensibilisé. Moi, je sens un courant sur la préparation physique qui est nécessaire aujourd'hui, parce qu'en effet, dans le monde amateur, on n'a peut-être pas je sais pas si les connaissances ou les moyens de quantifier tout ce qu'on fait. Mais aujourd'hui, par rapport à la blessure, tu en parlais, pour moi, c'est indéniable. Finalement, la blessure, elle peut être emmenée de trois façons. Il va y avoir peut-être les habitudes du joueur. Est-ce qu'il dort? Est-ce qu'il dort bien? Est-ce qu'il sort beaucoup? L'alimentation, c'est important. Aussi son profil. Comment dire? Les blessures qu'il a eues derrière lui, son poids, sa taille. Je sais pas, peut-être qu'il a des particularités. Il a le bassin un peu trop en antéversion, je sais pas, qui va faire qu'il aura telle blessure. D'accord. Et il y a également après, ce que nous on peut pas contrôler, c'est les risques externes. Ça va être si demain je joue contre une fille et elle court 10 mètres pour venir me tacler au genou, il y a blessure et moi je peux rien y faire. Donc il y a les risques externes. Mais malgré tout, la blessure, c'est une multitude de choses. C'est une multitude de choses. Et aujourd'hui, il y a une place pour moi qui est prépondérante pour les facteurs cognitifs. Donc moi, je vais parler des émotions. Je vais parler comment dire, de la charge peut-être dans la journée. La fille qui a eu deux bacs blancs, qui est en pleine réflexion sur sur sa scolarité, elle va venir en séance, l'esprit très fermé, occupé, et à la fois le corps tendu aussi. Le corps tendu, parce que il y a une réelle influence aujourd'hui sur le cognitif, une réelle influence sur le corps. Il y a beaucoup d'études qui montrent qu'après des accidents, il y a des montées d'hormones chez les hommes et chez les femmes qui font qu'il y a des développements de cancer, etc. C'est incroyable de se dire qu'un événement, comment dire, que moi on ne m'a pas frappé, on ne m'a pas touché, mais un événement que j'ai vu ou j'ai ressenti va avoir une influence sur mon corps. Donc ça, c'est indéniable. Et aujourd'hui, comme je te dis, une fille qui voilà, même par rapport à la section sportive, je suis obligé de prendre en compte peut-être leur vie personnelle, les ruptures de couple, etc. Une fille qui arrive, elle est plus avec son copain, ça faisait 2 ans, elle a eu un bac blanc, elle l'a raté et elle sait pas dans quelle orientation elle va. Ouais, bien sûr. Moi, ça, je vais pas dire que tu fais pas séance. Non. Mais moi, dans mon approche, peut-être que des moments, je vais devoir lui dire, écoute, si je vais prendre par exemple, je vais l'appeler Jérémy, notre fille, je vais dire, écoute Jérémy, aujourd'hui, je préférerais, moi je vois, j'ai repéré sur la séance qu'elle n'était pas dans les meilleures dispositions, je vais dire, écoute, si jamais ça va pas, tu te mets sur le côté. Je veux pas que tu te forces à t'entraîner ou qu'au contraire tu contamines un peu tout le monde avec ton état d'esprit. Si jamais ça va pas, tu vas sur le côté. Si jamais la fille me dit non Jérémy je veux continuer, dans ces cas-là moi il faut que je fasse un contrat avec elle. Je lui dis ok tu continues, si tu veux on discute après, mais pour le moment sur la séance j'ai besoin absolument que tu sois disponible, d'accord? Donc tu sois on essaie d'entamer un mini dialogue pour qu'elle temporairement soit dans les meilleures conditions, pour qu'après on puisse travailler. Moi je peux pas dire à la fille écoute aujourd'hui t'entraînes pas parce que au contraire la fille peut-être que elle ça va être son échappatoire de venir cette séance.
Donc elle va me dire non Jérémy, j'ai envie de jouer parce que là j'en ai D'accord, ouais. besoin. Donc il faut jongler là-dessus, mais en effet ça a une part dans les blessures, c'est une part prépondérante. Combien de joueurs se sont Évidemment, blessés oui. avant une Coupe du Monde, faut pas que je me blesse, faut pas que je me blesse, hop je me suis blessé. Ouais, ouais, Parce que je suis c'est stressé, je suis certain. tendu, etc. Bah, Mhm. les muscles, mon corps j'arrive sur les séances, je suis peut-être un peu plus tendu que d'habitude, et c'est peut-être cette manque de souplesse sur une action qui va faire que bah, je vais avoir un déséquilibre, qui va faire la blessure, donc je pense qu'il faut le prendre en compte malgré tout. D'accord. Donc du coup, là, je vais te poser une petite question parce que je vois que tu es quand même assez bien branché sur tout ce qui est psychologie. Alors, c'est une citation de Xavi. Le football, c'est penser. Je voudrais savoir du coup, qu'est-ce que tu penses de cette situation et t'amener à répondre à la question suivante. Comment faire réfléchir ces joueuses? Est-ce que c'est des Alors, questions que tu t'es posées? Et est-ce que euh, tu as su y trouver des réponses dans des ouvrages ou même à travers ton parcours et tes expériences? c'est une question que j'ai été obligé de me poser en effet D'accord. pour revenir tout à l'heure par rapport au pressing, comment faire pour que mes joueurs pensent sur le terrain, Mhm. comment faire pour que ils reconnaissent les moments pour agir, et finalement au-delà d'entraîner la prise d'information, il faut entraîner l'attention cognitive de notre joueur. Il faut l'entraîner. Mhm. Comment faire pour que mon joueur, au-delà des pieds, il ait le cerveau Connecté, ouais. allumé à l'endroit, connecté, etc., comme tu dis. Donc, je pense que ce qu'on a dit tout à l'heure, le fait qu'ils viennent déjà avec du plaisir, de la confiance, Mhm. c'est un premier début. D'accord. Donc, moi, j'ai un joueur qui est content d'être là et qui est content de faire cette séance. Donc, déjà, c'est un premier début. Parce que ça veut Mhm. dire que quand je vais lui parler, il va me répondre. Donc, ensuite, moi, il va falloir que je leur donne, quand je fais ma séance, il faut que je leur donne malgré tout des contenus théoriques. Des fois, je vais leur Mhm. dire, les filles, quand je vous demande de passer d'une zone à une autre, en ayant travaillé dans cette zone-là, je leur dis, des fois, je leur demande comment ça s'appelle. Et elles me disent, et moi, je leur dis, ça s'appelle fixer renversé. Donc, moi, je leur ai appris que ça voulait dire fixer renversé, mais c'est pas pour autant que ma fille réfléchit plus. Mhm. Mais du coup, sur le terrain, maintenant qu'elle sait qu'on appelle ça fixer renversé, Ouais. quand elle voit qu'on a travaillé d'un côté, elle va reconnaître, elle se dit, attends, on travaille d'un côté, c'est-à-dire qu'à l'opposé, il y a peut-être Mhm. de l'espace, parce qu'elle sait que ce terme-là, fixé renversé, ça amène à des actions. Moi, je vais pas leur dire sur le terrain, attention, on est sur fixé renversé. Non, non, Mhm. c'est pas ce que je veux dire. Mais je veux dire que, comme je leur ai donné ce contenu théorique à la séance, je leur ai dit, regardez, quand on fait ça et qu'on joue de l'autre côté, c'est fixé renversé. Donc là, elle reconnaît, elle sait ce que c'est. Elle sait que fixé renversé, ça veut dire ça. Et du coup, D'accord. moi, sur cette séance-là, il va falloir finalement, la problématique, c'est comment les faire devenir acteurs. Ouais, Donc moi, je vais demander, exactement. imaginons, encore une fois, notre joueur, il s'appelle Jérémy. Mhm. Je vais dire, Jérémy, regarde, j'ai là, quand tu es en train de dribbler à droite, je dis, qu'est-ce que tu fais? Elle va me dire, bah, j'essaie d'éliminer des joueurs. Et je vais lui dire, eh bah oui, tu es en train d'éliminer des joueurs, mais il se passe quoi derrière toi? Ou devant toi? Elle me dit, bah, j'ai un joueur devant moi. Et je dis, regarde un peu plus loin. Elle me dit, bah, ils sont en train de venir vers moi, ils sont en train de coulisser. Et je dis, ok. Donc si jamais ils sont en train de coulisser, et que le football, c'est un jeu d'espace, ça veut dire qu'ils sont en train de venir dans cet espace-là. Elle va me dire, bah oui. Je veux dire, ils sont en train de libérer quel espace là, du coup? Elle va me dire, bah de l'autre côté, du coup, ça veut dire qu'il n'y a plus personne de l'autre côté. Et je vais dire, voilà. Et du coup, il faut absolument questionner nos joueurs, parce D'accord, qu'aujourd'hui, on ouais. a envie, comme on est dans le résultat, aujourd'hui, on va vouloir leur donner les réponses. On va croire que, Immédiatement, ouais. comment dire, finalement, on est sur le modèle amphithéâtre de l'université. C'est que moi, j'ai l'expertise, Mhm. je donne l'expertise, mais en pensant que la fille en face de moi va boire l'expertise. Non, Mhm. non, la fille, si aujourd'hui, comment dire, c'est la citation, montre-moi, je pourrais pas te la citer, c'est, comment dire, en gros, c'est montre-moi, j'apprends, et fais-moi faire, je retiens. En Ouais, gros, c'est ouais, pas du tout les mêmes mots, bien mais sûr. l'idée, elle est là. C'est que D'accord. si jamais moi, je l'inclus dans ce processus d'apprentissage, Mhm. aujourd'hui, c'est gagné. Parce que elle, sur le fixé renversé, elle va voir qu'elle a commencé à dribbler. Moi, si j'ai réussi à faire un ancrage, c'est-à-dire, je lui ai dit, regarde, à chaque fois que tu dribbles, ça mène des gens. Mais par contre, le problème, c'est que c'est sur le long terme. Hein. Mhm. Aujourd'hui, elle va savoir qu'elle dribble, elle va se dire, si j'arrive à ressortir, ça veut dire qu'à l'opposé, il y aura du monde. Mais elle peut pas être dribblée, ressortir et la faire à l'opposé. Donc, ça veut dire que tout le monde doit réfléchir en même temps. Et c'est pour cela qu'il faut questionner tous les membres de mon équipe. C'est que là, ma joueuse, Jérémy, elle a fixé, je lui ai dit, très bien. Mais après, il faut que je demande à mon autre joueuse derrière et faire attention qu'elle soit attentive. Et toi, si elle a dribblé là, ça veut dire qu'il se passe quoi? Et peut-être qu'elle, sur les premières séances, eh ben, elle sera pas dans le dialogue parce qu'on lui a jamais habitué. On lui a habitué à exécuter. Mhm. Et du coup, je pense il faut responsabiliser nos joueurs. Il faut responsabiliser nos joueurs et nos joueuses en leur
disant qu'elles sont acteurs aujourd'hui. Je crois que c'est Guardiola qui dit on déplace pas le ballon, on déplace l'opposition, et ça montre tout le côté acteur qu'on a. C'est-à-dire que Ouais. moi, en ayant le ballon, je suis capable d'agir. Finalement, c'est moi, comme si j'étais un pantin. Moi je tenais l'équipe en face, c'était un pantin, et c'est moi qui décide de ce qu'ils sont en train de faire avec le ballon. C'est-à-dire que moi j'ai une influence sur le jeu. Et la joueuse, dès qu'elle va comprendre, donc c'est-à-dire que moi, en faisant ma passe à droite, j'agis sur l'équipe adverse. Donc ça veut dire qu'on peut mettre en place des stratégies, on peut les faire en sorte qu'elles vont toutes aller à droite pour jouer à gauche. Et dès qu'elles ont compris leur rôle, c'est vraiment ça le processus de responsabilisation, c'est ça. C'est dès qu'elles ont compris leur importance, et ben aujourd'hui elles voudront en savoir plus. Mais Jérémy, mais là, ça veut dire qu'on peut les déplacer. Est-ce que tu peux m'apprendre autre chose? Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Et je vais dire, bah écoute, quand tu vas conduire le ballon vers l'attaquant, il va venir vers toi et tu vas libérer notre chose. Va dire, mais ça veut dire que moi j'ai de l'importance, j'ai de la responsabilité, Mhm. j'ai un poids, et je pense que c'est ce qui va faire qu'on va responsabiliser nos joueurs. Après, pour aller au bout du processus, il y a certaines joueuses qui ne vont pas comprendre ce que je vais leur dire. Ouais. Donc là, c'est ce qu'on apprend aussi le modèle VAC. C'est ce que ma joueuse, elle est plutôt visuelle. Mhm. C'est-à-dire que moi, sur le terrain, je lui dis, regarde, l'espace, il est là, avec mes mains, je lui montre, il faut aller de l'opposé. Peut-être que ça, Elle le voit pas. elle le voit pas. Donc moi, peut-être qu'en lui disant, Jérémy, si le ballon il est à gauche, il faut qu'on aille à droite, le processus auditif, elle va se dire, ouais, c'est bon, moi, ça me parle. Quand Jérémy, il me dit, si on est à gauche, je vais à droite, c'est bon. Ou sinon kinesthésie, c'est-à-dire que moi, je vais la prendre, ma joueuse, je vais la prendre par le bras, je vais la mettre tout à droite, je vais la faire faire son dribble, je vais dire maintenant, tourne tes épaules, va à gauche, et peut-être qu'en ressentant Mhm. le geste. jeu, le geste, Ouais. elle le comprendra mieux. Et il faut finalement savoir quelle joueuse, il faut pas définir, elle est plutôt ça, elle est plutôt ça. Il faut peut-être jongler sur ces trois moyens pour aider nos joueuses. Et après, utiliser des supports pédagogiques. Aujourd'hui, on en a des tonnes, hein. Mhm. Les petites plaquettes avec les pions, la vidéo, regarder peut-être des matchs d'une autre équipe. On a beaucoup de moyens pédagogiques Mhm. pour que nos joueuses puissent comprendre tout ça. D'accord. Donc du coup, je vais te poser cette question. Si tu pouvais résumer un peu comment tu as fait pour amener tes joueurs tes joueuses pardon, vers cette réflexion, le fait de se poser des questions, de penser. Est-ce que c'est seulement par le biais des questions que tu as pu poser à l'entraînement ou tu as eu un vrai travail qui a été fait en amont à travers des vidéos, à travers différents moyens pédagogiques, comme tu disais, des plaquettes, des pions, etc. Euh, Comment tu as réussi en fait à les faire devenir des joueuses qui pensent, alors qu'à la base, c'était seulement peut-être des joueuses qui exécutent? Est-ce que c'est simplement en allant à l'entraînement, tu fais ta situation, le jeu se déroule, et là tu les arrêtes, tu leur poses des questions? Ou alors est-ce qu'il y a un autre travail à faire derrière? D'accord, je vois ce que tu veux dire. Comment dire? Le questionnement est primordial parce que, comment dire, à partir du moment où on inclut la joueuse dans le processus du jeu, Mhm. elle prend compte de sa responsabilité, comme je t'ai dit, et du coup, elle va s'investir, elle va s'engager D'accord, ouais. dans le processus. Il y a des joueuses qui sont habituées depuis 10 ans d'exécuter, Mhm. donc joue à droite, elle exécute. Et le jour où on lui demande, mais quand tu joues à droite, quel est l'intérêt? Elle va me dire, bah, elle va me trouvait bizarre de lui poser cette question. Elle me dit, mais Jérémy, moi j'ai juste envie d'exécuter, de jouer. Elle va pas Mhm. me le dire comme ça, mais elle va me dire, mais moi j'ai envie d'être Ouais. ailier droit et je reste à droite, quoi. D'accord, Et ouais. aujourd'hui, ce qui m'a aidé, c'est à la fois le questionnement. Déjà, moi, il a fallu que je prenne conscience. Mhm. Parce que ça, c'est finalement le plus difficile, c'est ça. C'est de l'entraîneur de prendre conscience que ce qu'on fait, c'est peut-être pas l'idéal. C'est peut-être pas l'idéal. Mhm. Aujourd'hui, quand en effet je lis les orages de Guardiola et quand je vois ce qu'ils sont capables de faire, moi, ce que je me dis, c'est qu'ils sont capables de faire ça sans que Guardiola dise attention à droite, attention à gauche, ça vient à gauche, va à droite, etc. C'est-à-dire qu'il a réussi sur les séances à les responsabiliser tous, à leur donner tous les contenus. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde les actions, les top buts, etc. de City, on se dit, ce qui est incroyable, on se dit, c'est que c'est voulu. C'est qu'il fait exprès à droite de mettre le ballon à droite parce qu'il sait que peut-être que Leroy Sané il est tout seul à gauche et qu'on va aller le chercher au bout d'un moment. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de stratégie collective. Et aujourd'hui, Guardiola sur le terrain, il n'est pas en train de leur dire quoi faire. Hein. Il leur dit pas parce qu'aujourd'hui, moi j'ai vu des très beaux buts presque construits par le coach. Oui, joue à droite, attention renverse. Et à renverse, en effet, la fille elle est bien passée. Aujourd'hui, elle marque but et le coach il est très content, bravo les filles. Alors que finalement, il se dit bravo moi, j'ai réussi à marquer.
Et Mhm. aujourd'hui, ça passe par les responsabilités absolument sur les séances, comme je t'ai dit, par le questionnement. Et moi, ce qui m'a permis également de, de travailler mieux, c'est peut-être les moments hors séance. C'est-à-dire Hors que séance, ouais. de temps en temps, je vais dire Jérémy, viens avec moi 2 secondes. Viens avec moi. J'ai dit, tu vois, tout à D'accord. l'heure, je vais revenir sur un bout de la séance, donc moi, il faut absolument que j'observe. Je dis, tout à l'heure, quand je te demande de faire ta prise de balle à droite, je vais dire, est-ce que tu as compris l'intérêt? Elle va me dire, bah, je t'avoue, Jérémy, j'ai pas compris. Je dis, ok, on refait l'action. Donc, je vais prendre mon ballon, je vais faire Mhm. la passe, elle va faire sa prise de balle à droite, et je vais dire, tu vois, quand tu fais ta prise de balle à droite, j'ai là, tu te fermes, j'ai peut-être que tu te fermes un intervalle, je sais pas, je vais dire, peut-être que ta prise d'information, elle est pas bonne. Je dis là, tu t'es concentré sur le ballon. Je dis alors que là, je te fais la passe, dis-moi de quelle couleur est la coupelle là-haut. Hop, j'ai fait la passe, elle me dit bleu. Et je dis voilà, t'as pris l'info. Et peut-être que ça, elle va se dire, ah, putain, il m'a pris toute seule. Donc du coup, elle comprend l'intérêt. Finalement, c'est ça, c'est que à partir du moment où le joueur, la joueuse comprennent l'intérêt, c'est bon. Hein. Il sait pourquoi je lui ai fait faire ça. Mhm. Et du coup, elle me dit ah, bah, c'est bon, j'ai compris que tu voulais que je prenne l'info. Je dis oui. Et je dis mais par contre, maintenant, faut que tu le fasses souvent. Et après, il faut essayer de s'inscrire sur un projet à long terme. Peut-être qu'à la séance d'après, je vais dire Maël, rappelle-toi, pardon, parce qu'en fait, je pensais dans ma tête au prénom de la joueuse à qui j'ai fait ça. Ah, pas de Je vais problème. dire, je vais dire Jérémy, regarde la passe que je vais te faire. Euh, Rappelle-toi bien ce qu'on a fait hier et essaye Mhm. aujourd'hui de le mettre en application. Et ça permet d'une part, la joueuse, ça la responsabilise, comme je disais tout à l'heure. Et en plus de ça, ça permet d'ancrer. C'est que ce moment qu'on a vécu, elle et moi, Mhm. après la séance seule à seule, avec simplement cette coupelle bleue, ça va ancrer quelque chose en elle. Et peut-être quand ça arrivera en match, le détonateur, le starter, comme je disais tout à l'heure, cette prise d'info de l'environnement, ça va lui rappeler quelque chose. Et elle saura, je lui demande pas de faire à chaque fois entre la différence entre la théorie cognitive et la théorie écologiste, c'est que c'est pas parce qu'elle a reconnu le truc qu'il faut faire ça, c'est elle a reconnu, je sais que je sais faire ça, mais c'est pas pour autant que je dois le faire, parce que est-ce que l'opposition en face me permet de le faire, ou est-ce que je dois le faire à ce moment-là? Non, non, c'est que il m'a dit que si le ballon arrive de ma droite, il faut bien que je fasse ma prise de balle, je sais, Mhm. je l'ai appris, mais c'est pas pour autant que je dois le faire à chaque fois, parce que moi j'agis en fonction de l'opposition. Si le joueur vient de ma gauche, je le fais, s'il vient pas de ma gauche, bah, je fais ma prise de balle normale. Donc voilà. D'accord. D'accord, très bien. Très bien, Jérémy. Des questions. Donc, on va te poser les traditionnelles questions à la fin des entretiens. Tu venais tout à l'heure sur Guardiola ou encore Bielsa ou encore d'autres influences. Donc, ce qui m'intéresse et ce qui intéresse sûrement les auditeurs, c'est de savoir à peu près quels sont les livres que tu as lus dernièrement ou des livres que tu as en tête qui t'ont beaucoup marqué, que tu aimerais nous partager. Euh, Très bien. Je pense que je vais te donner ouais, je vais te donner les 3 livres qui m'ont marqué. Je suis D'accord. vraiment désolé par rapport à l'interview. Je t'avoue que j'ai dû chercher un peu ça m'ennuyait de pas savoir la phrase et je l'ai retrouvée Ah, finalement. d'accord. C'était raconte-moi et j'oublierai, démontrez-moi et je me souviendrai, impliquez-moi et je comprendrai. Donc D'accord. tu vois, j'ai peiné à la retrouver, mais voilà. Mais tu Donc l'as, donc on maintenant par t'excuse. rapport à mes lectures, donc il y a 3 livres. C'est difficile d'en choisir 3, mais je te dirais ouais, il y a 3 livres qui m'ont marqué. Le premier, Mhm. c'est l'intelligence émotionnelle D'accord. de Daniel Goleman, qui est en 2 tomes, et moi j'ai lu le premier, et qui m'a moins sensibilisé sur l'intérêt d'appréhender les émotions, l'intérêt d'utiliser les émotions dans l'entraînement. Mhm. J'avais fait 3 petits diaporamas pour vous sur la page contrôle pass, C'est vrai. On t'en et pour remercie moi d'ailleurs. c'était intéressant d'évoquer ça très rapidement. Si je peux évoquer le livre, simplement au départ un peu les processus, comment dire, une partie théorique sur les émotions, pourquoi les émotions, quels sont les types d'émotions. On apprend finalement que les émotions, c'est quelque chose qui nous pousse à agir. La Mhm. peur, elle m'envoie du sang vers les membres extérieur pour me préparer à la fuite, plein de choses comme ça. La tristesse, elle me pousse à me rester cloîtré chez moi pour avoir ce Mhm. sentiment de sécurité. Donc c'est des choses que nous D'accord, on ouais. n'est pas forcément sensibilisés. Et Ouais. puis après on évoque l'empathie, on évoque un peu aussi le leadership, etc. Donc c'est Mhm. un livre qui moi me paraît intéressant et qui aujourd'hui je trouve comment dire, est un peu oublié par rapport au savoir-être des éducateurs. D'accord. Donc ensuite, je dirais que je pense, un livre très connu qui est Pep Guardiola, la Métamorphose, qui est le Mhm. seul livre traduit finalement de Marty Perarano, qui avait suivi Guardiola à l'époque du Bayern, qui avait fait Pep Confidential, mais qui n'a pas été traduit en français. Mhm. Et du coup, ce livre, il a été traduit en français et qui raconte son passage du Bayern
à City. Et pour moi, c'est un livre qui est très accessible et qui est une mine d'informations avec, comment dire, une introspection vraiment de Guardiola. On apprend beaucoup de choses sur le jeu, sur les humains, sur sa façon de procéder. Moi, j'avais été marqué par son côté, ce que je disais tout à l'heure par rapport à la victoire, hein, par son côté un peu loyal dans la victoire, cette recherche du beau jeu. Je me rappelle d'une citation, cette fois-ci je te la dirai bien, c'est: celui qui se contente de chercher la sortie ne peut comprendre le labyrinthe, et même s'il la trouve, il sortira sans l'avoir compris. Moi, c'était sur le chemin à prendre pour la victoire. Voilà, c'était pas la finalité qui comptait, mais le chemin qu'on prenait. Et moi, c'est vraiment un livre qui m'a bouleversé, peut-être que j'irai loin, mais qui est vraiment très intéressant. D'accord, très bien. Et puis ensuite, si je peux en citer un dernier, ouais, je prendrais un ouvrage qui est pas forcément lié avec le football, mais qui s'appelle le Leader sans titre. Pour la petite histoire, j'avais vu simplement sur les réseaux sociaux, Sergio Ramos qui avait mis qui a pris une photo de lui, et sur la table il y avait ce livre qui est en espagnol, et du coup je me suis intéressé sur internet, j'ai cherché, j'ai trouvé, et c'est un livre super intéressant. Le principe du livre, en fait, le leader sans titre, c'est qu'aujourd'hui la société est construite sur des étages hiérarchiques, et en fait le leader, souvent c'est celui qui est au sommet de la pyramide. On peut prendre l'exemple de l'armée, le général, par rapport au major, etc. Donc et aujourd'hui ce livre nous pousse à essayer de développer des capacités de leader, c'est-à-dire qu'on de plus avoir besoin du statut hiérarchique pour affirmer ses compétences de leader. Et c'était vraiment super intéressant, super innovant, et avec des leçons. Je me rappelle, la première leçon, c'était ça: si tu n'as pas besoin de titre pour être un leader, avec plein de règles par rapport à l'authenticité, par rapport à l'innovation, la maîtrise, l'éthique, etc. Et c'est un livre que je trouve très bien construit, qui permet aujourd'hui, et je pense que l'entraîneur a besoin également d'affirmer ce côté leader pour pouvoir amener ces choses dans son projet, et pour être un peu celui qu'on a envie de suivre. D'accord, très bien. Donc du coup là tu nous as cité quand même 2 livres qui sortaient un peu du football et un seul qui était sur les connaissances footballistiques. Donc je vais te demander à peu près pour toi le ratio entre le management et la connaissance de foot, il s'élève à combien pour toi? C'est du 50-50? On est sur du 50-50 ou un bon entraîneur doit être quelqu'un qui a beaucoup plus de connaissances sur le management et finalement ses connaissances sur le football peuvent passer un peu à la trappe. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Cette question, elle est délicate, parce que très rapidement, je t'aurais dit, sans trop réfléchir, 50-50. Mais malgré tout, j'allais dire, on fait du football, donc ça voudrait dire qu'un entraîneur de basket qui gère très bien ses hommes pourrait presque à moitié être entraîneur de foot. Donc je n'irai pas jusque-là, mais je pense que on serait sur un rapport 70-30, parce que malgré tout, faut très bien connaître sa pratique. Ça aide d'avoir pratiqué, c'est pas quelque chose qui est indispensable, mais ça aide beaucoup d'avoir pratiqué. Et aujourd'hui, les 30%, malgré tout, j'aimerais te dire un peu plus, hein. Mais aujourd'hui, en effet, il y a 30%, comme je t'ai dit, hein, dans le côté être leader, contrôler ses émotions, savoir passer les messages, savoir dialoguer avec les joueuses, savoir donner une bonne image de soi, fédérer. Tout ça, c'est des contenus qui sont bien sûr transdisciplinaires, hein. C'est qu'on soit au foot, au badminton, au tennis, il faut être capable de savoir donner les messages avec la bonne forme, avec le bon fond, capable de gérer les émotions de nos joueurs ou de nos athlètes, capable de d'échanger avec eux, et tout ça c'est hors foot. Et je pense que 70-30, si je dois te donner absolument un ratio, je te dirais que 70-30, ceux qui nous ont écoutés, ça leur a permis de se poser aussi des questions. Donc c'est une bonne chose pour nous d'avoir des personnes comme toi qui nous permettent de faire ces podcasts et de pousser à la réflexion. Donc je te remercie grandement et j'espère qu'un jour on sera peut-être amené à collaborer de nouveau ensemble, ou du moins échanger. Merci à vous, parce que vous permettez également un peu une mise en avant, continuer à échanger, à travailler, parce que c'est intéressant pour nous les éducateurs de continuer un peu à se former, à échanger en commentaires sur Facebook, et puis merci à vous surtout. Ça marche. Eh bien, merci à vous de nous avoir écoutés, puis on se retrouvera bientôt pour un nouveau podcast Contrôle Presse.